Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce débat de la Cité de la Réussite sur le thème « Entreprises engagées, donner un nouvel élan de confiance ». Je m'appelle Jean-Marc Vittori, je suis éditorialiste au quotidien Les Échos et quand je tombe sur ce genre d'intitulé, je commence évidemment par m'interroger. Donc entreprise, on voit à peu près ce que c'est. Confiance, c'est le thème de ces 2 jours, donc vous allez en entendre parler tout plein. Le terme que j'ai trouvé plus intéressant à creuser, c'est donc engagé. Et donc, comme je fais souvent, j'ai pris le dictionnaire, j'ai regardé engagement, puisque engagé, c'est vraiment dans le sens de l'engagement. Alors déjà, le sens qui va nous préoccuper aujourd'hui, c'est le 10e sens, donc il faut aller loin dans le dictionnaire, il faut descendre. 10e et dernier sens, il est daté de 1945. Et je vais citer cette définition parce qu'elle me paraît très intéressante. L'engagement, c'est l'acte ou l'attitude de l'intellectuel, de l'artiste, pas de l'entreprise, de l'intellectuel, de l'artiste qui, prenant conscience de son appartenance à la société et au monde de son temps, renonce à une position de simple spectateur et met sa pensée ou son art au service d'une cause. L'entreprise, ce n'est pas un intellectuel, ce n'est pas un artiste, c'est même pas un individu, c'est un collectif. Et ça n'est pas un spectateur ou une spectatrice, mais un acteur ou une actrice. Tout ça n'a pas empêché le débat sur la responsabilité sociale de l'entreprise, qui appartient à la société, qui appartient au monde de son temps. Dans les années 1950-1960, il y a eu un débat assez animé sur la responsabilité sociale de l'entreprise. Et puis en 1970, un économiste américain célèbre, très libéral, Milton Friedman, a clos d'une certaine manière ce débat, au moins provisoirement, dans un article fameux publié par le New York Times, où il expliquait que l'entreprise n'avait pas à se mettre au service d'une autre cause que l'argent à rapporter à ses actionnaires. Je cite, « La responsabilité sociale d'une entreprise est d'accroître ses profits. Point. » Je pense que cette phrase a changé le monde économique plus que n'importe quel autre au cours au moins depuis près d'un siècle. Parce qu'à partir des années 1980, c'est devenu une obsession. On a aligné la paye des dirigeants sur les profits et on a parlé du capitalisme actionnarial. Donc l'engagement, il devient très difficile à assumer. Mais une entreprise ne peut pas survivre si ses dirigeants ne pensent qu'au profit. Pour le dire vite, on pourrait passer une journée entière là-dessus, mais une entreprise, elle ne peut pas prospérer dans un désert. Elle dépend de ses salariés, de ses fournisseurs, de ses clients, du tissu territorial, de l'environnement au sens large et évidemment de la société dans laquelle elle s'inscrit. Et depuis 15 ans, le cadre législatif a commencé à bouger pour permettre aux entreprises de tenir compte de ce qu'on appelle désormais ces parties prenantes. Ça a commencé aux États-Unis, là où Milton Friedman a écrit sa phrase, avec des statuts juridiques qui permettaient aux entreprises d'avoir un autre objectif justement que la maximisation du profit, un objectif d'intérêt général. Et puis il y a eu des changements comme ça aussi en Italie, au Royaume-Uni. En France, ça a été la loi Pacte en 2019, avec un article 1833 très important qui dit que, je cite, « La société est gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». Ça ne figurait pas dans cet article 1833 du Code civil qui date du début du 19e siècle. Ont été développés depuis des indicateurs sur la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, mais la notion d'engagement, elle va plus loin que ces aspects juridiques et que ces aspects normatifs. Elle indique une envie, une volonté, un ressort interne puissant.
moi j'avais été frappé lors de l'épidémie de Covid de voir que cet engagement des entreprises, il s'est manifesté de manière très claire en faveur des salariés, et ça a été attesté par toute une série d'études qui ont montré qu'il y avait une confiance dans l'entreprise qui avait grandi à ce moment-là. Ce que nous allons explorer maintenant, c'est cette envie, cette volonté, avec nos trois invités qui sont ici, donc, que je présente par ordre alphabétique. Frédéric Bardot, président de l'école du numérique Simplon, pour faire simple, une école qu'il a cofondée. Axel Davzac, qui est directrice générale de la Fondation de France. Et Dominique Sénéquier, présidente du fonds Ardian. 3 temps dans cette discussion, classique dans toute cité de la réussite. Je vais engager la discussion avec nos 3 invités. Ensuite, un panel à préparer des questions et il les posera. Et ensuite, évidemment, on élargira le débat à la salle. Alors, être une entreprise engagée, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais commencer avec vous, Dominique Sénéquier. Donc, vous dirigez Ardian, on est dans le capital investissement. Donc, 176 milliards d'euros d'actifs gérés, si votre site internet est à jour, 1 millier de salariés. Particularité, vous investissez beaucoup dans le private equity, c'est-à-dire du non-coté. Donc les contraintes des actionnaires peuvent être assez différentes de celles qu'il y a dans les entreprises cotées. Et je voudrais que vous disiez simplement, avant de nous dire ce que vous faites, comment vous définiriez une entreprise engagée? Alors nous, notre histoire, c'est qu'on a commencé par le S de ESG, vous savez que environnement, social, gouvernance. Et en fait, il y a 18 ans à peu près, on a été précurseur là-dedans. Et le S, en fait, dans le social, on lui a donné toute cette dimension par le sharing. C'est-à-dire que comme dans le private equity, on achète une entreprise d'un côté, on la revend. Du coup, on a dit, mais il faut faire partager la plus-value aux salariés. Et ça, je ne donnerai pas de détails, ça serait trop long, mais ça a évolué. Il y a un statut fiscal maintenant pour que les salariés puissent mettre dans le plan d'épargne entreprise. Donc ça, c'est la première chose qu'on a faite qui était extrêmement pionnière. La deuxième chose... Pardon. Avant de nous dire concrètement ce que vous faites, pour vous, pourquoi une entreprise engagée? Voilà, juste. Entreprise engagée parce que ça paraissait évident, excusez-moi, que les profits devaient être partagés de manière beaucoup plus démocratique. On avait les patrons des entreprises qui investissaient à nos côtés quand on investissait, qui donc, eux, participaient à la plus-value. Et en fait, l'idée, c'était de dire, mais pas que eux. C'est exactement ce que vous venez de dire. Tous les employés, en fait, l'histoire de Friedman, elle est un peu, on va dire aujourd'hui, limitée comme affirmation. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, excusez-moi. Donc, c'était une évidence qu'on ne pouvait pas limiter le partage de la plus-value. Et donc, voilà, une entreprise engagée, c'est-à-dire qu'on devait dire, eh bien, une partie de la plus-value doit revenir à l'ensemble des salariés, les assistantes, les employés, tous les cadres, etc. Donc ça, c'est très important. Ensuite, on a partagé, je vous l'avais déjà dit... On viendra après sur ce que vous faites précisément. Mais donc, en fait, votre engagement, c'est aller à l'encontre ou largement au-delà de ce que disait Milton Friedman, c'est-à-dire il faut partager. Bien sûr, bien sûr. Sharing. La finalité de l'entreprise, c'est pas faire le profit pour les actionnaires, c'est faire du profit pour tous ceux qui sont partie prenante directement dans l'entreprise. Frédéric Bardot, donc vous dirigez Simplon, que vous avez créé il y a un peu plus d'une décennie. Donc c'est la formation généraliste et spécialisée sur le numérique. C'est 250 salariés, c'est plus de 7000 personnes formées par an. Donc c'est une entreprise. En France, on a parfois du mal à associer entreprise et éducation ou formation, mais c'est une entreprise. Et auparavant, vous avez travaillé dans l'entrepreneuriat social. Donc la notion d'engagement, elle est antérieure à votre création de Simplon. Et je voudrais que vous nous disiez, vous, comment vous ressentez la notion d'engagement, pas pour un individu, mais pour une entreprise. Effectivement, donc Simplon, c'est une drôle d'entreprise, parce que c'est une entreprise sociale avec un agrément de l'État de la loi de 2014. Ce qui veut dire un statut juridique particulier. Ça, qui date de la loi Hamon de 2014. Donc c'est une entreprise commerciale à vocation sociale. Là aussi, on a une chimère intéressante qui ferait rougir Milton Friedman. Et effectivement, avant, j'étais dans le monde de la philanthropie. J'ai travaillé avec des belles maisons comme la Fondation de France et j'accompagnais ces structures-là pour collecter des fonds. Et l'agence de communication et de collecte que j'avais cofondée était aussi une entreprise sociale, mais non statutaire. C'était pas un agrément, il n'y avait pas de tampon. C'était des choses qu'on s'était données. Et c'est vrai qu'une entreprise engagée, pour moi, ça ne tient pas forcément au statut. Il y a quelqu'un de très connu dans l'économie sociale et solidaire qui dit que le statut ne fait pas la vertu. Et je pense qu'effectivement, on n'a pas attendu ni Milton Friedman, ni des lois ou la loi Pacte, en fait, pour que des entreprises s'engagent.
On sait que, je sais pas, des gens comme Monsieur Baudin, avec son familistère, il y a une tradition du capitalisme français qui était peut-être un petit peu patriarcale, ou en tout cas, mais qui était aussi assez redistributrice. Et donc, il y a plein de formes d'engagement. Et donc, pour moi, une entreprise engagée, c'est une entreprise qui ne choisit pas entre les différents combats ceux qui sont proches de son business, mais qui prend conscience, comme vous l'avez dit, des artistes et des intellectuels, de son impact global dans la société. C'est comme les objectifs de développement durable. Il ne faut pas faire du cherry picking et dire, bon allez, moi je prends le 2, le 4, le 7. En fait, les 17 sont importants. Et une entreprise, elle doit faire son 360 degrés. C'est ça qui était intéressant dans les démarches de RSE, c'est de regarder à 360 degrés. Et même une entreprise sociale comme Simplon, où tout est social, eh ben, on a été dans une démarche de RSE, d'ISO 26000, parce qu'on est super sur le social, mais on était nul sur l'environnement. Et donc voilà, il faut bosser à 360 degrés. Et moi, ça date même d'avant cet engagement-là, puisqu'avant j'étais militaire, donc c'était une autre forme d'engagement. Voilà. Mais là aussi, on peut dire que l'armée est une entreprise engagée, peut-être. Engagez-vous et rengagez-vous. Axel Davzac, vous êtes directrice générale de la Fondation de France depuis 8 ans. Donc la Fondation de France, c'est une institution privée qui a été créée avec une impulsion publique il y avait un peu plus de 50 ans pour, selon vos propres mots, mobiliser la générosité privée au service de l'intérêt général. Donc vous collectez des dons, c'est l'activité la plus connue, mais vous hébergez aussi beaucoup de fondations qui sont des fondations d'entreprise, et vous nous direz ce que vous voyez de ce poste d'observation qui est unique. Mais d'abord, pour vous, même question qu'aux deux invités précédents, une entreprise engagée, c'est quoi, sachant que avant d'être à la Fondation de France, vous avez travaillé vous-même pendant des années dans une grande entreprise privée. Merci, bonjour à toutes et tous. Je rejoins assez bien la trace historique que vous avez évoquée sur le rôle des entreprises et au fond leur conception de l'utilisation de la richesse créée depuis les années 70. Et c'est vrai qu'il faut attendre le début des années 2000 pour que véritablement, à quelques exceptions près, les entreprises s'interrogent au fond sur le sens de leur engagement et ne restent plus dans ce dogme qu'une entreprise est là pour créer de la richesse pour les actionnaires, de manière assez caricaturale, et c'est tout. Et au fond, c'est au début des années 2000, et pour ce qui concerne ma partie, c'est-à-dire le mécénat aidé par la loi Aillagon en 2003, qui vient structurer beaucoup le mécénat d'entreprise, qu'il y a cette prise de conscience de se dire, au fond, les entreprises sont un acteur de la cité aux côtés des pouvoirs publics et de la société civile. Quel est notre rôle à nous en tant qu'acteurs, contributeurs, mais aussi utilisateurs en fait de cette société. Et donc c'est assez, jusqu'en 2010, il y a 20 000 entreprises mécènes dans notre pays. Autant vous dire, rien du tout. Et entre 2010 et 2024, je n'ai pas les chiffres de 2024, mais il y a eu une explosion, en tout cas dans les dernières données qu'on a, où on voit qu'aujourd'hui, il y a plus de 120 000 entreprises mécènes. Et aujourd'hui, le mécénat d'entreprise dans notre pays représente 3,5 milliards d'euros. C'est-à-dire que c'est devenu quelque chose de très significatif en termes d'engagement. Et donc, le sujet, c'est que l'entreprise bouge à partir de 2010 de manière assez forte, la structuration des lois sur la RSE. Donc, il y a cette notion d'entreprise engagée, comme vous l'avez soulevé. Mais aujourd'hui, et la crise Covid est un déclencheur aussi, c'est ce que nous avons pu observer à la Fondation de France. Il y a plus de 500 entreprises qui nous appellent pendant la crise Covid, puisque nous avions décidé de nous mobiliser en partenariat avec l'Institut Pasteur et la PHP pendant le premier confinement. Et il y a 500 entreprises qui nous appellent et qui nous disent comment on peut aider, en fait, que peut-on faire. Donc, il y a eu, je dirais, une prise de conscience par palier du monde de l'entreprise, qu'aujourd'hui, on ne pouvait plus uniquement se préoccuper, au fond, de vendre son produit, ses services et de créer de la richesse sans se préoccuper du tout du reste, en fait. Donc aujourd'hui, on est dans cette étape qui, pour moi, est une étape intermédiaire d'entreprises engagées versus d'autres entreprises qui ne le seraient pas. Mais on commence à voir les prémices, et ça, pour moi, c'est passionnant et je trouve ça extrêmement enthousiasmant, d'entreprises qui ne se diront même plus engagées, c'est-à-dire qui vont construire leur business model en intégrant toutes ces dimensions dans leur fonctionnement même, dans leur stratégie. Le plus bel exemple, c'est celui de 2023, c'est celui du Crédit Mutuel Alliance Fédérale,
qui a pris une décision très impressionnante et qui, pour moi, n'a pas été assez saluée et rendue visible. Le Crédit Mutuel a décidé chaque année d'affecter 15% de son bénéfice net à des actions d'engagement au sens large. 15 millions, Crédit Mutuel, ça représente environ 500 millions d'euros par an. Donc on n'est pas sur un petit engagement. Et donc ça a été voté par l'actionnariat du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, ce qui veut dire là que fondamentalement, pour moi ce serait un objet à étudier de manière très intéressante, on est à l'opposé de Milton Friedman, enfin, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on voit émerger ce type de modèle-là. Le partage là va au-delà des salariés, hein, il va vraiment à l'intérêt général au sens très large. Alors sur ce qui a provoqué cette lente évolution, hein, cette prise de conscience de l'appartenance à la société, pour reprendre la définition du dictionnaire, il y a évidemment toute une série de choses qui sont passées dans la société, mais il y a aussi une pression de plus en plus forte des jeunes. Et vous avez fait une enquête récemment, je crois, sur les jeunes et la défiance ou la confiance qu'ils ont en l'entreprise, et l'engagement, évidemment, une réponse pour essayer de regagner de la confiance. Et je voudrais même que vous nous donniez un ou deux éléments de cette étude qui est assez intéressante. Effectivement, puisque la Fondation de France a une grande partie de son activité qui est orientée vers éducation jeunesse, et donc il est majeur pour nous, avant d'aller s'engager sur des projets, d'aller prendre le pouls et de bien comprendre aussi les enjeux actuels et les préoccupations. Et donc cette étude, je vais vous citer un seul chiffre, hein. Aujourd'hui, 7 jeunes sur 10 affirment qu'ils ne sont pas prêts à s'engager dans une entreprise dont ils ne partageraient pas les valeurs. C'est dire à quel point, mais on le sait dès qu'on entend, qu'on discute avec des dirigeants d'entreprise, hein, qu'aujourd'hui la préoccupation de cette mise en cohérence avec l'ensemble des parties prenantes, et y compris de la jeunesse, qui seront demain les collaborateurs, les collaboratrices des entreprises, est majeure. Alors 7 sur 10, ça ne veut pas dire, on sait aussi... malheureusement, et pour le vivre tous les jours, que malgré tout, il faut quand même trouver un travail. Donc ça va pas dire qu'il y aura 70% de refus. Mais néanmoins, ça veut dire aujourd'hui... Alors vous dites la pression des jeunes. Moi, je trouve que c'est une formidable nouvelle, parce que ça va obliger, en tout cas, les entreprises qui n'en sont pas convaincues, qu'il n'y a pas d'autre choix que d'accélérer le mouvement. Donc ça, c'est très bien. Pression, c'est pas forcément négatif, hein, c'est très utile parfois. Je voudrais que vous nous disiez maintenant rapidement, concrètement, ce que veut dire l'engagement de votre entreprise. Je vais commencer par vous, Frédéric. Ben, c'est vraiment ancré dans les statuts, hein, c'est-à-dire que donc nous on a un agrément qui nous est donné par l'État parce qu'on prend des dispositions statutaires assez contraignantes. Hein. Vous savez, les entreprises engagées, c'est un spectre. Il y a 50 nuances de gris, et en fait, nous on est un peu très gris foncé, quoi, on va dire, puisqu'on est donc une entreprise sociale d'utilité solidaire consacrée par un agrément. Dans nos statuts, la mission sociale prime sur le profit. Donc là, Milton Friedman se retourne dans sa tombe, puisque nous on doit démontrer pour avoir cet agrément que notre compte de résultat est plombé par le fait qu'on vise quelque chose qui n'est pas autre chose qu'une mission sociale. On doit le prouver. Alors, pour nous, c'est pas très difficile parce qu'on a perdu assez d'argent à faire beaucoup de social, mais en tout cas, c'est une obligation qu'on doit démontrer. Mais concrètement, donnez 2, 3, 4 exemples de ce que vous faites. Nous, on fait de la formation gratuite, c'est-à-dire que voilà, personne ne paye chez nous, et les gens viennent, donc sont au France Travail ou sont des personnes réfugiées en situation de handicap, et elles viennent se former gratuitement pendant plusieurs mois ou plusieurs années à Saint-Plon. Et on va s'intéresser aux personnes les plus éloignées de l'emploi, donc les plus compliquées à accompagner, donc les plus chères, donc les moins rentables. Et dans le monde de la formation professionnelle, hein, où il y a un petit Grisby de 35 milliards d'euros qui attire beaucoup d'appétit, on va dire, et ben effectivement, ça, c'est vraiment une balle dans le pied. C'est-à-dire qu'une entreprise, elle ne devrait pas se concentrer, en tout cas sous la forme d'une entreprise, sur ses publics les plus éloignés. Et c'est pourtant ce qu'on fait. Et on le fait à l'échelle, dans 25 pays. On est dans des endroits où vous n'auriez jamais l'idée d'ouvrir une école d'informatique. On est en Arménie, sous les bombes. On est en République démocratique du Congo. On est dans des camps de réfugiés en Jordanie. Mais on est aussi en ruralité, en Outre-mer, dans les quartiers politiques de la ville. Donc vraiment, là, on voit que la mission sociale tord le modèle de l'entreprise.
Mais c'est pourtant par le modèle de l'entreprise qu'on a choisi de rentrer, puisqu'on a des investisseurs à impact qui viennent de l'économie sociale et solidaire, qu'on a une ESAS qui rend des comptes, fait de l'EBITDA, depuis une période assez récente, c'était pas forcément ça. Et donc chez nous, tout est social, vraiment du sol au plafond, et les gens sont là parce qu'on a une entreprise différente. Et dans ces niveaux de grille, après, vous pouvez avoir des entreprises à mission, vous pouvez avoir des Bicorp, vous pouvez avoir des gens qui sont de la RSE, vous pouvez avoir des gens qui ont une fondation d'entreprise. Toutes les formes d'engagement sont bonnes, il n'y a pas de gradation dans mes couleurs de gris, mais nous, on est vraiment à l'extrême bout du spectre du gris foncé. Alors Dominique, chez vous, tout n'est pas forcément social, mais donc vous avez commencé à nous dire, il y a donc partage des revenus au profit des salariés, donc notamment je crois que vous avez l'intéressement qui est réparti sur une base égalitaire et non pas proportionnellement au salaire, comme c'est le cas dans pratiquement toutes les autres entreprises. Est-ce que vous pouvez nous citer d'autres exemples qui traduisent votre engagement ? Alors, celui que vous venez de citer, il était révolutionnaire, parce que quand on a quitté le groupe AXA en 2012, en fait, on avait demandé à un avocat spécialisé sur les relations humaines comment on peut faire un nouveau plan de ce qu'on appelle participation et intéressement. Effectivement, on a découvert que personne en France ne le faisait égalitaire, que c'était toujours lié au salaire. Et donc, on l'a mis égalitaire et on est très, très heureux de ça. Et en plus, non seulement égalitaire, mais on l'a étendu à l'étranger. Je n'ai pas de filiale au Congo. Mais là, c'était une surprise, je dirais, même pour les assistantes aux États-Unis, puisqu'elles ne connaissaient pas ce genre d'intéressement. Donc ça, c'est la deuxième grande nouveauté et créativité. La troisième, c'est qu'on a créé une fondation, la Fondation Ardian. Dès le départ, il y a plus de 15 ans, cette fondation s'est tout de suite intéressée aux enfants de familles, on va dire, beaucoup plus démunis, et qui étaient plutôt des enfants qui étaient doués, mais qui, par leur famille, avaient beaucoup de problèmes pour les études supérieures. Voilà. Donc et ensuite, on a fait évoluer. Donc cette fondation, elle est abritée à la Fondation de France. Elle a quand même un budget annuel de 5 millions d'euros, ce qui n'est pas du tout négligeable. Et aujourd'hui, elle s'est refocalisée sur la petite enfance, entre 0 et 6 ans, parce que toutes les études des économistes montrent que c'est au début de la vie, par l'alimentation, par la santé, par l'éducation, que se joue la différence à l'âge adulte. Et donc, on répartit ça auprès d'une quarantaine d'associations. Donc, on essaie de faire tous les jours plus. Alors aussi, il y a beaucoup au niveau humain, c'est-à-dire qu'on a en permanence une centaine de nos cadres, tous nos employés, c'est pas que les cadres, qui sont ce qu'on appelle des mentors, c'est-à-dire qu'ils accompagnent justement des enfants dans leur progression pour les aider à aller visiter des musées, etc. Et donc ils dédient une partie de leur temps à cela. Voilà. Donc on essaie de trouver, je dirais, tout le temps des nouvelles formes d'engagement, que ce soit sociétal, que ce soit... alors évidemment, on n'a pas parlé du E pour l'environnement, mais bon, forcément, là, on le fait beaucoup plus. Ardian étant une société financière, on ne pollue pas beaucoup, mais on applique en tout cas des normes sur toutes les entreprises qu'on achète et on leur demande de remplir certains, disons, données pour juger de l'amélioration de leur dégagement de CO2 et voilà. Est-ce que l'exemple du Crédit Mutuel vous inspire ? Alors, je vais juste corriger Axel. Le Crédit Mutuel n'a pas d'actionnaire, c'est sa force. Voilà, c'est sa force. Ce sont des mutualistes, voilà. Oui, oui. C'est une forme d'actionnariat très particulier. Oui, oui. Mais il a des actionnaires. Chaque client du Crédit Mutuel est actionnaire. Oui, c'est une mutuelle. Voilà, c'est une mutuelle. Donc, non, mais je le dis gentiment. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas cotés en bourse. Voilà, je voulais dire ça, qu'ils ne sont pas cotés en bourse. Et c'est une grande force de ne pas être coté en bourse, d'accord ? Parce que les gens croient que finalement, c'est de partager, etc., qui va diminuer la valeur de l'action. C'est une grosse plaisanterie. La bourse allemande a baissé de 33%. Par des événements géopolitiques, pas parce que les grandes sociétés automobiles allemandes ont décidé de partager plus la plus-value, qu'elles n'ont plus d'ailleurs, avec leurs salariés. Donc, en fait, il y a quelque chose d'assez extraordinaire, c'est qu'on croit que le grand capital va être soumis à des questions sociales. Non, il est soumis principalement à des grandes données géopolitiques, le prix du gaz, la guerre d'Ukraine et tout ça. Voilà. Alors, le Crédit Mutuel, moi je salue, c'est exceptionnel. C'est une société qui est merveilleusement gérée, avec un homme très engagé, Nicolas Terry, qui donc était quand même le directeur de cabinet de Nicole Notat, hein,
qui était un inspecteur des finances extrêmement social, et c'est absolument extraordinaire ce qu'ils ont fait. Voilà. Alors ils bénéficient du fait que, je le répète, c'est très important pour notre audience, il n'est pas coté. Donc il n'a pas des agences de notation qui sont là à regarder au microscope, d'accord, qu'est-ce qu'ils font, et ça leur donne une très grande liberté pour utiliser cela, pour donner 500 millions de manière pour le social, pour l'environnement, pour tout. Voilà. Axel, je voudrais maintenant vous interroger sur votre poste d'observation, puisque donc vous avez des centaines, combien exactement, enfin, quel ordre de grandeur d'ailleurs de fondations d'entreprises vous hébergez? Alors aujourd'hui, il y a 200 fondations abritées à la Fondation de France qui ont été créées par des entreprises de toute taille. Et est-ce qu'il y a des actions sur ces 200 qui vous paraissent particulièrement inspirantes? Ce qui est très intéressant, en fait, c'est que nous observons une accélération très forte, en fait, du nombre de fondations créées par des entreprises. Parce que Dominique Sénéquier l'a dit, en 2010, Ardian faisait effectivement partie des entreprises assez novatrices comme quelques autres. Mais aujourd'hui, à la Fondation de France, historiquement, jusqu'à il y a 4-5 ans, on crée une cinquantaine de fondations abritées par an. C'était 2 tiers de fondations créées par des particuliers, 1 tiers par des entreprises. Aujourd'hui, nous sommes à égalité. Moitié particulier, moitié entreprise. C'est-à-dire qu'il y a une vraie prise de conscience aujourd'hui des entreprises, quelles qu'elles soient, de la nécessité de s'engager. Et aussi l'envie. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais oublier qu'un projet philanthropique, il part d'une impulsion. On est fondamentalement dans de l'émotion. On est dans l'envie d'eux. Ce qui déclenche l'action philanthropique, c'est certainement pas un acte, une stratégie froide et purement calculée dans la perspective d'un retour quel qu'il soit. C'est avant tout, on est dans le monde de l'humain, il ne faut pas l'oublier. Et donc on passe toujours par une dirigeante, une équipe qui est touchée par une cause ou quelque chose et qui souhaite s'engager. Voilà. Ça, je crois que c'est véritablement très important. Le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, comme les entreprises ont aussi un certain nombre de contraintes réglementaires liées aux lois sur la RSE, et désormais CSRD et ainsi de suite, tous ces reportings compliqués, les entreprises ont aussi parfois d'aide et de soutien pour justement arriver à les aider à définir et à construire ce que sera ce projet philanthropique. Et c'est ça, en fait, fondamentalement, le métier de la Fondation de France, c'est que, en fait, nous accompagnons les équipes des entreprises pour arriver à leur faire construire un projet philanthropique qui va répondre, au fond, à leurs souhaits. Et c'est ça qui est majeur. Et c'est quelque chose qui est assez peu vu et peu su parce qu'on imagine toujours, vu de l'extérieur, que, et puisqu'on entend, on parlait de la presse, c'est juste un tel a donné tant, un tel a donné ça. Or, fondamentalement, ça, on l'entend à travers ce que Dominique vient d'écrire, le projet de la Fondation, il démarre auprès des jeunes, l'accompagnement des jeunes. Et puis, au fond, l'équipe de la Fondation Ardian, en regardant, en creusant de la manière dont elle pourrait avoir le plus d'impact possible, finalement, on va plutôt travailler plus près des jeunes parce qu'au fond, on évite, voilà. Et en fait, c'est tout ce travail-là aussi que fait la Fondation de France avec ses équipes, c'est d'aider, d'accompagner pour construire ces projets de manière pertinente, avec aussi tout l'engagement des salariés de l'entreprise auprès des projets et comment on peut organiser. Donc, ce sont des vraies stratégies qui sont portées et co-construites. Alors, tout ce que vous nous racontez, c'est assez séduisant. Et en même temps, on a parfois l'impression qu'il y a des grandes entreprises ou des moins grandes entreprises qui mettent en avant ce genre d'action et que c'est un paravent. Alors, il y a l'expression greenwashing, éco-blanchiment en français, mais on a aussi la même chose en matière sociale. Comment est-ce qu'on fait pour éviter ce risque? Parce qu'on risque là d'avoir un mécanisme très dévastateur. Dominique? Il faut faire sérieusement comme on fait, c'est-à-dire il ne faut pas faire semblant, mais ça c'est la vie en général. Vous avez des médecins qui font semblant d'être des bons médecins, c'est des très mauvais médecins. Vous avez des psychothérapeutes qui sont des très mauvais thérapeutes et vous avez des entreprises qui sont très mauvaises en social, en environnement et en gouvernance et qui font semblant.
Voilà. Alors je pense que le semblant, il va être de plus en plus difficile parce qu'effectivement, avec toutes les agences de notation, avec ce que raconte donc Axel sur les rapports, vous savez que dans les rapports annuels, par exemple, je suis moi au Conseil d'Hermès, il y a quand même 170 pages de déclarations sur l'ESG. Donc 170 pages, c'est difficile de faire que du greenwashing. Enfin, voilà. Donc je pense qu'avec toutes les contraintes dont on peut, disons, se dire elles sont très lourdes, mais ça devrait éliminer quand même dans l'avenir les faux semblants. Donc les faux engagements aussi. Oui, les faux engagements aussi, je pense, oui. Axel ? Mais je rejoins Dominique, hein, la nature humaine est ce qu'elle est. Malheureusement, de temps en temps, elle n'est pas toujours bien intentionnée. Mais là-dessus, je pense qu'il y a un vrai travail de pédagogie à faire. Parce que je reviens à ce que vous disiez au début, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'entreprise est dans une mue très profonde, en fait, en termes de construction de projets, avant uniquement tourné vers la création de richesses financières pour générer du profit. Aujourd'hui et demain, sur un rôle et une place beaucoup plus multi- et protéiforme au sein de la cité, avec bien sûr son devoir premier qui reste la création de richesses. On a besoin des entreprises pour créer de la richesse dans les sociétés. En revanche, la manière dont à la fois elle l'a construit, tant en termes environnemental, social, mais aussi dont ensuite elle en répartit les fruits, est en train d'être très bouleversée. Et ça, c'est quelque chose qui est aujourd'hui pas compris parce que, et notamment, il y a un vrai travail pour moi des médias, d'information, de compréhension à faire, aussi bien sur l'évolution de ce que sont les entreprises aujourd'hui, mais aussi ce qu'est la philanthropie. On en parlait juste avant en disant à quel point c'était quelque chose qui était méconnu et pas compris. Et donc, je pense que fondamentalement, et on parle de la confiance, c'est ça aussi qui est assez désastreux aujourd'hui. C'est pourquoi les gens perdent confiance, parce qu'on ne leur propose à lire, à entendre, à voir, à écouter que ce qui dysfonctionne, et on parle assez rarement des choses formidables qui sont faites. Oui, on a toujours du mal, excusez-nous, mais de parler des trains qui arrivent à l'heure. Même si une fois j'ai un confrère qui avait fait un papier où il expliquait pourquoi certains TGV arrivaient en avance. Mais non, mais en fait, pardon, je vais mal me tenir, ce ne sont pas des trains qui arrivent à l'heure, ce qui est fait dans toutes ces actions de RSE et de philanthropie. C'est de l'innovation, c'est des vies changées, c'est des territoires redorés. Ce sont pas, c'est tout sauf un train, c'est tout sauf normal et des choses qui arrivent à l'heure, puisque justement, ce sont des choses qui ne marchent pas. Donc ce sont des prouesses qui sont faites tous les jours. Oui, mais ce que vous nous décrivez, c'est que ça devrait être une nouvelle normalité. Frédéric ? Oui, non, mais tout a été dit, mais c'est vrai qu'il y a une question de sincérité, où là on peut quand même juger, d'humilité aussi, parce que le mécénat a eu aussi maille à partir beaucoup avec la communication à certains moments, ou en tout cas la RSE aussi, hein, où c'était plutôt voilà, une petite danseuse et un moyen de faire des communications. Puis après, il y a la question de la cohérence. Ouais, est-ce que c'est possible effectivement d'avoir une main gauche qui fait n'importe quoi et une main droite qui fait des trucs super? Donc ça aussi, c'est compliqué de donner des leçons de cohérence aux gens, parce qu'on est tous un peu dissonants dans nos vies, et donc les entreprises c'est pareil, mais quand l'écart est un grand écart et qu'effectivement les coutures du pantalon craquent et que en fait vraiment on n'arrive pas à réconcilier les deux visages de l'entreprise, c'est vrai que ça devient très compliqué. Mais il faut se méfier aussi des gens qui veulent de la pureté et qui veulent des entreprises qui sont parfaites et très cohérentes. Dans le monde de l'économie sociale et solidaire, il y a des fondations qui sont des piliers de l'écosystème, qui ont beaucoup aidé et qui se retrouvent pourtant critiquées parce qu'elles sont attachées à des entreprises qui sont des banques ou des entreprises qui travaillent dans les énergies fossiles et des choses comme ça. Et on se bouche le nez en disant « Oh là là, mais ce mécénat-là, il est pas éthique, il n'est pas cohérent, il faudrait le refuser, il faudrait que ces entreprises changent leur business model ou arrêtent de faire de la philanthropie. » Mais pas du tout. Enfin, on a besoin de tout le monde. Et les entreprises qui sont sur des business models qui sont en train d'évoluer, il faut leur laisser aussi le temps d'évoluer. J'aime pas cette idée de pureté militante aussi dans le monde des entreprises. C'est un peu, c'est un peu gênant. Tout ce qui est aux extrêmes, que ce soit pureté militante ou bien intégrisme de Friedman, on voit bien qu'il faut essayer de trouver un équilibre au milieu. Avant de passer la parole au panel, je voudrais poser une question qui appelle une réponse courte et concrète. Qu'est-ce qui permettrait à une entreprise d'être plus engagée, d'aller plus loin? Dominique. Ça serait bien quand même d'augmenter un peu les seuils de défiscalisation. Je suis désolé d'être si terre à terre, mais
Entre nous, ils ont été réduits récemment, vous le savez, et aux grandes dames de la Fondation de France qui, quand même, souhaiteraient qu'on remonte les seuils. Voilà. Ils ont beaucoup baissé, je ne donnerai pas de chiffres. Mesures fiscales. Axel. Non, je pense qu'il faudrait que les dirigeants d'entreprise se sentent plus autorisés à s'engager dans des projets philanthropiques, puisque au fond, c'est ce que dit très bien Dominique, c'est-à-dire que c'est bien la pression de la bourse, du marché, des actionnaires privés qui, au fond, limite les volontés d'engagement des dirigeants. En fait, c'est ça aussi, pour moi, le problème majeur. Oui, les incentives et puis aussi peut-être des incentives décalés. Hein. Vous avez parlé des jeunes. Si effectivement personne n'a envie de travailler pour votre entreprise, ça va être compliqué de faire du business. Hein. Je reprends le terme de pression. Question maintenant du panel d'étudiants qui a travaillé ardemment à la préparation de cette rencontre. Qui ? Allez. Merci. Est-ce que vous pensez qu'un réel changement vers des pratiques plus durables est possible au sein des entreprises sans une évolution des attentes des investisseurs ? Moi, j'ai déjà répondu. Je pense que non. En fait, je pense que le nœud, il est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça n'est pas accepté par les investisseurs au regard des taux de rendement attendus des actionnaires. Donc, non, il faut vraiment faire évoluer les schémas de pensée, en fait, hein, de tout le monde de la finance. Et aussi, il y a une question de temps, d'horizon temporel aussi, je crois que c'est très important, parce que ce qui fait une grosse différence aussi, il faut quand même avoir en tête que tous ces grands groupes, ils ont l'obligation de ils ont une pression de résultats trimestriels, où à chaque fois il faut aller rendre des comptes, il faut aller expliquer que tout ça, ça structure aussi à la fois la valeur de l'action, bien sûr, mais aussi la capacité à avoir accédé au marché pour emprunter, ainsi de suite. Donc, tant que... il est impossible pour un dirigeant de se dire à la fois il faut que je préserve mon résultat trimestriel et arriver à bâtir des projets d'entreprise qui, Frédéric le dit très bien, quand on s'engage avec des personnes qui sont les plus éloignées de l'emploi, le temps qu'il va falloir consacrer pour les former est supérieur. Donc, c'est une rentabilité diminuée à court terme. En revanche, si on arrive à faire la démonstration que la rentabilité à long terme est supérieure, pourquoi ? Parce que ces personnes, du coup, elles sont insérées. Donc, d'abord, elles se tiennent droites, ce qui est le premier objectif, hein, c'est qu'elles peuvent vous regarder dans les yeux parce qu'elles sont fières. Et la deuxième, c'est qu'elles vont avoir un salaire, elles vont cotiser, et ainsi de suite. Et donc, la puissance à long terme est un enjeu. Donc, il y a les deux sujets pour moi, c'est-à-dire... la pression du monde actionnarial, mais aussi la question de l'horizon temporel dans lequel aujourd'hui nous travaillons. Frédéric ? Non, mais Dominique l'a dit, il y a actionnaires et actionnaires. Hein, une société cotée en bourse ou une société qui a des actionnaires comme la Caisse des dépôts, les fonds d'épargne salariale solidaire, des acteurs de l'ESS, elle ne subit pas la même pression. Donc le diable est un peu dans les détails. C'est vrai que la première capitalisation boursière mondiale, qui tient la plus grande économie du monde et quasiment tout sur ses épaules, hein, c'est Nvidia. C'est un constructeur de puces et de cartes graphiques qui permettent de faire de l'IA. Et ben, son driver à elle, il n'est pas environnemental, et il n'est pas RSE, et il n'est pas ESG. Il est vraiment business. Donc, dans une société cotée, ce n'est pas du tout la même discussion que dans une entreprise de l'économie sociale et solidaire ou au Crédit Mutuel, qui est une boîte de l'économie sociale et solidaire. Donc, Dominique, vous êtes investisseuse. Est-ce que la question de l'horizon, qui est très importante, qui a été soulignée par Axel, est importante pour vous ? Est-ce que ça vous permet justement, comme vous investissez souvent sur des horizons longs, est-ce que ça vous permet d'intégrer des choses qu'une entreprise qui gère à plus court terme ? Bien sûr, d'autant que notre spécialité, c'est d'être dans le non-coté. Donc pour les entreprises de nos portefeuilles, c'est très facile. Par contre, si je veux dire un mot sur les entreprises cotées, il faut savoir aussi que là, on est dans un monde qui devient un peu ubuesque. Pourquoi ? Parce qu'il y a des proxys, ce qu'on appelle les proxys, c'est les gens qui votent, des agences qui votent pour les grands actionnaires. Et ces gens-là ont des intérêts complètement divergents, il faut le savoir. Donc, par exemple, ils peuvent voter contre les plans d'épargne, les plans, vous savez, de participation sous forme d'actions gratuites,
parce qu'ils ne veulent pas trop de dilution de la valeur des actionnaires, ce qui va en sens contraire de le partage de la création de richesses. Donc ils vont à la fois avoir une attitude « Ah ben tiens, on est proxy par exemple sur l'ESG, donc on va faire des notations sur la manière dont l'entreprise remplit des critères environnementaux, etc. » Et puis de l'autre main, ils vont voter contre les plans d'action gratuite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi j'admire les présidents des sociétés cotées. Je dois avouer qu'il faut devenir schizophrène. Schizophrène. Autre question? Oui, l'observateur, donc la confiance, c'est le sujet aujourd'hui. Vous avez parlé, par exemple, des actions qu'Hermès faisait pour l'écologie, actions dont nous n'avons pas connaissance. Et le problème principal dans le problème ici de la confiance, c'est comment se rendre compte de ce qui est fait. De nombreuses entreprises se présentent donc comme engagées et responsables, mais leurs pratiques restent opaques. Notamment en ce qui concerne leur impact écologique ou social réel. Comment peut-on augmenter la transparence pour plus de confiance? Il faut le dire, le 170 pages du rapport annuel d'Hermès. Vous aurez la description intégrale de leur fondation, la fondation Hermès, qui doit avoir un capital, je ne sais pas, je ne me souviens plus, mais de plus de 50 millions ou 100 millions d'euros, qui fait énormément pour les forêts, qui fait énormément pour, vous le savez, aussi les animaux, puisqu'ils sont attaqués par des petites sociétés comme PETA qui leur reprochent de faire des sacs en crocodile, parce qu'il y a tout ça aussi, hein, la maltraitance des crocodiles. Donc ils font énormément dans tous ces domaines-là, mais c'est très très long, vous pouvez le lire, c'est énorme. Mais en fait, il faut avoir la patience de lire les rapports annuels des entreprises cotées, parce que c'est dans ces extraits. Et vous savez que maintenant, avec les nouvelles lois, le rapport de ce qu'on appelle extra-financier va être un rapport à part. Vous aurez le rapport annuel financier, comme on avait avant, où on lisait des comptes, et puis vous allez avoir le rapport annuel extra-financier, qui va être que sur les critères ESG. Donc ça, on ne peut plus parler d'opacité, c'est pas possible dans les entreprises cotées en bourse. Voilà. Excusez-moi Dominique, mais on peut faire deux, alors je ne parle pas d'Hermès en particulier, hein, mais on peut faire 170 pages en décrivant plein de belles choses, et puis derrière faire des choses pas belles du tout qu'on ne décrit absolument pas. Bon, c'est pas le cas d'Hermès. Non, mais c'est pour ça que je m'étais prudemment Hermès de côté dès le début. C'est un modèle du genre, c'est une entreprise extrêmement éthique et extraordinaire à tout point de vue. C'est un champion français. Je suis d'accord avec vous, c'est vrai, mais alors on retombe dans le greenwashing dont vous parliez, c'est vrai, mais bon là, j'imagine qu'il faudrait quand même que ces agences de notation, si vraiment elles se rendent compte qu'entre ce qui est dit et écrit sur 170 pages et ce qu'elles arrivent à savoir par l'intérieur de l'entreprise, parce qu'elles peuvent toujours quand même avoir des nouvelles par l'intérieur de l'entreprise. Si c'est complètement contradictoire, il faut en parler. Il faut que ce soit dit à la presse. Voilà, on peut pas avoir un manque de confiance dans nos entreprises. C'est pas possible parce que tout le monde ne peut pas être comme Frédéric. Je veux dire, ça serait merveilleux si on était tous comme Frédéric. Mais pour l'instant, la société fait qu'on n'est pas tous comme Frédéric. Il y a encore un peu de demande pour du profit. Voilà, malheureusement. Sachant que cette question des indicateurs, hein, c'est aussi un travail en cours. La comptabilité des entreprises financières, elle a été formée depuis des siècles, elle s'est formalisée de manière beaucoup plus précise depuis plusieurs décennies sur l'évaluation, l'appréciation chiffrée, quantitative, puisqu'il faut pouvoir avoir ces éléments-là pour faire pression sur tout ce qui est social et environnemental. On en est encore dans les tout premiers temps. Donc il faut... Le changement va être dramatique pour certaines entreprises. Vous savez que l'ancien président de Danone préside une commission sur la nouvelle comptabilité liée à ces notations extra-financières. Je vais donner un exemple à la salle, si vous me permettez, 30 secondes. Une entreprise qui ferait des moteurs thermiques, par exemple, et on lui dit, un sous-traitant de l'automobile, et on lui dirait, écoutez, non, nous, on pense que dans 3 ans, il n'y aurait plus que des voitures électriques. Okay, il serait obligé d'amortir tous les actifs qu'il a sur 3 ans. Ça veut dire qu'il peut avoir des fonds propres négatifs et donc être en faillite sur le papier. Voilà, donc on est dans ce genre de cas aujourd'hui, sur une comptabilité qui serait non plus exactement celle, Jean-Marc, que vous dites du passé, mais une comptabilité révolutionnaire, on va le dire. Ça encore, elle n'existe pas encore. Autre question du panel? Oui. J'ai une question pour M. Frédéric Bardot. Avec la rapide évolution des technologies, comment adaptez-vous les programmes de formation pour répondre aux besoins des entreprises tout en gardant vos valeurs d'inclusion, de solidarité?
Très bonne question. Nous, on vit avec les entreprises, c'est-à-dire que notre métier, c'est pas faire de la formation, c'est que les gens trouvent des jobs. Donc, il faut qu'on les forme pour qu'ils soient employables. Et donc, on suit les besoins des entreprises, on crée même des nouveaux diplômes. Par exemple, avant, dans le monde de l'IA, il n'y avait que des bacs plus 5. Voilà, si vous vouliez faire de l'IA, c'était un truc de bac plus 5. Nous, on a créé un bac plus 3-4 parce qu'on a vu que les entreprises cherchaient des profils qui n'étaient pas des profils de data scientist, mais des profils de développeurs ou développeuses avec des compétences IA. Donc ça, on a formé plusieurs milliers de personnes. Donc on passe notre vie à faire ça. Mais c'est vrai qu'on a une injonction paradoxale entre répondre aux besoins des entreprises et puis essayer d'amener les entreprises à changer leurs pratiques de recrutement et peut-être à trouver des gens qui sont un peu plus éloignés du stéréotype du geek qui est souvent un homme blanc qui a fait une école d'ingénieur. Donc c'est vrai que voilà, on est dans les injonctions paradoxales et parfois, plus on essaye d'être proche des besoins des entreprises, moins on est inclusif. Parce que les entreprises font beaucoup d'efforts dans le domaine de la diversité, mais je peux témoigner qu'elles aiment la diversité de luxe, c'est-à-dire de la diversité qui commence à partir de bac plus 5, par exemple. On peut faire du réfugié, de la personne en situation de handicap, même des femmes dans le numérique, pourvu qu'ils soient bac plus 5 quand même. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais elles sont aussi de bonne volonté. Il faut les comprendre. Elles ont des rapports trimestriels à faire, des clients, des choses. Donc si on leur envoie des gens qui sont moins faciles à intégrer que d'autres, bah, on va aussi freiner leur business. Donc on est en empathie forte avec eux, mais on est en pression gentille aussi. Merci. Moi, je voudrais poser une question et apporter un témoignage, si vous voulez, notamment pour répondre à Dominique Sénéquier. Je suis là, pardon. Michel Alain Picot, je suis ancien directeur de cabinet d'Alain Madelin et Idéaction. Et j'accompagne une entreprise qui s'appelle Mobion. Mobion, c'est un fabricant de scooters électriques français qui est complètement à l'envers de ce qui se passe aujourd'hui dans l'économie classique, puisque c'est l'économie circulaire, mais dans l'industrie. Et la problématique est la suivante. Le fondateur était le patron d'Allo Resto, que vous connaissez tous, et livrait donc les repas à domicile. Et il s'est aperçu, quand il a vendu son entreprise, que les scooters, notamment asiatiques, n'étaient ni réparables, parce qu'ils étaient sertis, collés ou emboutis. Et donc il a totalement changé le modèle, et il a créé des scooters qui sont intégralement démontables. Alors ils ne vendent pas le scooter, ils vendent l'usage du scooter. Et ça permet d'abord d'amortir sur des très longues périodes, puisque les éléments principaux d'un scooter, et ce qui coûte le plus cher, c'est 80% du prix de revient, c'est les bobinages électriques en cuivre. Ce sont... non, mais très rapidement, mais vous allez voir, c'est très important parce qu'on est complètement dans un paradigme différent. Et donc vous avez les bobinages électriques en cuivre, vous avez les aimants permanents, et puis les batteries. Mais les batteries fabriquées en France, pas fabriquées en Chine. Et la différence est fondamentale. C'est qu'aujourd'hui, 80% du produit, finalement, est remanufacturable. C'est-à-dire qu'on est en éco-conception dès le départ. On pense l'avenir. Alors, c'est à la fois frugal en termes de matière, puisque vous avez des matières qui sont très rares et qui vont devenir de plus en plus. On est déjà dans les normes, vous disiez, Mme Sénéquier, CSRD, et ça, c'est très important. Il faut changer complètement le paradigme. Parce que c'est une entreprise nouvelle. Nouvelle, non, elle existe depuis longtemps, mais elle a changé complètement son paradigme. Oui, bien sûr, mais non, mais vous avez parfaitement raison, bravo. Mais c'est pas, si vous parlez à Luca Di Matteo, enfin celui qui est président de Renault, il vous dira, quand on me force à accélérer sur des voitures électriques, c'est toute ma chaîne de suppliers, de fournisseurs, qui peut être par terre, et donc je suis obligé de prendre en cause aussi de pas mettre 100 fournisseurs en faillite. Donc voilà, ça dépend peut-être de la taille aussi des entreprises. Moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'il faut dire, ce qu'a dit Frédéric, mais je trouve que petite chose que vous avez faite en disant qu'il faut donner du temps, je trouve que c'est un concept qui est colossal et que le pauvre Pouyanné, moi j'ai beaucoup de respect pour ce qu'il fait, je dois le dire, je le dis à chaque fois que j'ai une occasion de le dire, parce qu'il a hérité d'une société de pétrole. Ok, il va dans le renouvelable, il va dans l'hydrogène, il va dans le solaire, mais il faut lui donner du temps. On n'a jamais réorganisé une entreprise en 2 ans. Et refuser l'argent de sa fondation parce qu'il est dans les énergies fossiles, c'est quand même un peu grave. Voilà. Je suis désolé, c'est une opinion personnelle. Je ne l'avais pas cité, mais vous l'aviez deviné. Voilà. Mais j'ai beaucoup apprécié. Je dois avouer que pour un homme aussi engagé que vous, avoir le courage de dire ça, chapeau. Voilà. La difficulté, je pense qu'elle est aussi due au fait qu'on a des actionnariats qui ne sont pas longs, et notamment parce qu'on n'a plus d'actionnariat familial. Autre question. Merci. Alors, on a parlé un peu du côté. Je voulais revenir un peu au non-côté. Donc, j'ai une question pour vous, Dominique Sénéquier. Comment abordez-vous
dans la transformation de l'investissement pour intégrer un impact social. La question de l'investissement, c'est-à-dire intégrer l'impact sans risquer de perdre la confiance des investisseurs qui recherchent quand même avant tout un rendement. Alors, on leur a expliqué que mettre des critères ESG, et, comme on dit en anglais, des KPI sur l'amélioration justement de tous leurs indicateurs en environnement social et gouvernance, c'était bénéficiaire pour l'entreprise. On leur a démontré et que même si ça pouvait coûter 0,0 je sais pas quoi en rendement, bien sur le très long terme, le fait d'améliorer le nombre d'accidents de travail, le fait de moins polluer quand c'est des entreprises de chimie, le fait d'avoir des salariés heureux parce qu'ils savent que quand ils travaillent tous les jours, à la fin, au bout de 5 ans, puisqu'on garde nos entreprises entre 5 et 7 ans, ils vont recevoir une participation à la plus-value, ils vont partager comme leurs dirigeants. Tout ça, c'est créer une dynamique de l'entreprise absolument colossale. Et vous avez parlé de l'embauche des jeunes aussi, parce que s'ils ne mettent pas ces critères-là, ils embaucheront moins de jeunes. Oui, parce que vous avez parlé de cette notion de partage au sein de votre entreprise, mais dans les entreprises dans lesquelles vous investissez, vous exigez aussi qu'il y a ce partage. C'est un point absolument clé de votre activité d'investisseuse. Absolument, absolument. On partage entre 5 et 10% de la plus-value avec tous les salariés de l'entreprise. C'est-à-dire quand vous achetez une entreprise, dans le contrat d'achat, il y a ça qui est négocié. Absolument. D'accord. Absolument. Autre question du panel. Oui, pour Axel Davzac. Un peu pointilleux, c'est sur un sujet très intéressant, mais qui peut être critique. Dans un contexte où la confiance envers les entreprises est érodée, comment pensez-vous que le modèle capitaliste peut être réorienté pour restaurer cette confiance tout en capitalisant sur ses forces, donc l'innovation, la création de richesses? Le secteur philanthropique peut-il jouer un rôle dans cette transformation pour encourager un capitalisme plus responsable? Merci de cette question. Et c'est exactement ça, j'ai 30 secondes. Non, mais donc je vais le faire très court. Vous avez un peu plus, profitez-en. Non, mais en fait, ça a été évoqué depuis que nous sommes ensemble. C'est-à-dire que fondamentalement, il faut arriver à construire des nouveaux modèles de pensée économique. Il faut un nouveau Milton Friedman qui va définir la manière dont la richesse créée par les entreprises doit être à la fois construite, développée et utilisée. En fait, c'est fondamentalement ça. Et c'est pour ça que c'est si difficile aujourd'hui et qu'il y a ce type de discussion sur oui, mais l'entreprise, elle n'est pas crédible de faire une fondation abritée parce que. Et pour autant, c'est beaucoup plus facile pour une jeune entreprise de démarrer aujourd'hui directement, j'allais dire, à l'endroit en tenant compte des enjeux contemporains qu'effectivement pour les très grands groupes. Et tant qu'on ne... moi, je cherche, ce sont des discussions qu'on a aujourd'hui à la Fondation de France, j'ai dit à quel endroit peut-on construire une école de pensée, de nouveaux modèles économiques qui vont permettre au fond de nous mettre tous d'accord sur la manière dont il faut avancer demain. Alors ça, c'est majeur, mais ce sera long. Et donc la question, c'est, et il faut le faire, mais ce sera long. Et donc la question, c'est comment fait-on pour traverser les années actuelles et celles à venir, compte tenu aussi, et là pour le coup, je prends le mot de pression, de la pression majeure que nous avons aujourd'hui sur nos sociétés, avec toutes les crises que nous vivons, et pour lesquelles il y a une vraie urgence. Et donc, alors ça va peut-être vous surprendre, mais au fond, le rôle majeur moi, de la Fondation de France, c'est celui sur lequel je fais travailler beaucoup l'équipe aujourd'hui. C'est comment fait-on pour ne pas tous se détester? Et je le formule volontairement ainsi parce que moi, une de mes inquiétudes aujourd'hui, c'est que le lien social se délite de manière extrêmement forte. C'est-à-dire que aujourd'hui, on ne peut être que pour ou contre Total, pour ou contre ça, pour ou contre ci. Et ça, pour moi, c'est le danger majeur qui nous guette aujourd'hui, parce que compte tenu des défis que nous avons à relever, que ce soit celui du climat, des crises, des guerres, des difficultés aujourd'hui, tout un tas de personnes dans nos sociétés, si nous ne nous rassemblons pas tous ensemble pour les relever, nous n'y arriverons pas. Et donc, l'histoire finira mal.
en fait. Pour moi, c'est évident. Et donc aujourd'hui, moi, je travaille sur, et alors je l'ai formulé ainsi aux équipes de la Fondation de France, parce que ce qui est très intéressant, c'est que dans le monde associatif aussi, on voit aujourd'hui émerger, avant le monde associatif, il était pour, je vais défendre telle personne. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus d'associations qui sont contre. Et donc j'ai dit, moi, je veux qu'on soutienne des projets pour et pas des projets contre. Et ça, c'est quelque chose de majeur, parce que si on perd le dialogue, le respect des opinions, le pluralisme des avis, et qu'on rentre dans la stigmatisation des personnes ou des groupes, quels qu'ils soient, alors je crois qu'il sera très difficile pour nous de nous en sortir. Voilà. Le travail de réflexion intellectuelle auquel vous appelez a commencé. Moi, j'avais été frappé par un article qui avait été écrit par Michael Porter. Michael Porter, c'est un professeur de management de l'université d'Harvard, hein, donc on n'est pas dans des gens qui sont complètement marginaux. C'est quelqu'un qui avait beaucoup travaillé sur la notion de compétitivité des entreprises et des pays. Donc, il est conscient qu'une entreprise doit être concurrentielle et des pays doivent être compétitifs. Et il avait fait un article qui s'appelait qui développait la notion de shared value. Hein, donc, ce n'était pas la shareholder value, donc pas la valeur pour l'actionnaire, mais la valeur partagée, ce qui reprend, c'est le même terme que vous avez employé, Dominique. Et il l'avait développé à partir d'un travail qu'il avait fait chez Nestlé, qui essayait de mettre ça en œuvre. Et donc, il y a tout un travail qui est en cours. Il ne faut pas non plus le négliger. Question ? Madame Sénéquier, vous êtes personnellement très engagée dans la promotion de l'investissement responsable. Et je me demandais, est-ce que l'arrivée de nouveaux fonds comme les fonds divers ou à impact avait une influence sur la stratégie de votre groupe? Et est-ce que de votre côté, Frédéric Bardot, est-ce que vous sentez une différence depuis l'arrivée de ces nouveaux fonds? En un mot, on essaie que tous nos fonds soient à impact. Donc, en fait, la difficulté, si vous voulez, c'est comme on essaie que tous nos fonds, toutes nos entreprises aient un impact, c'est difficile de faire un fonds spécialisé en impact. Donc, on tourne autour du sujet depuis déjà quelques temps. Et en fait, vous savez que maintenant, il y a les fonds, ce qu'on appelle article 9, hein, c'est un peu technique. Ce sont des fonds, justement, où tous les investissements doivent être responsables et tout ça. Donc, on essaie de voir comment tous nos fonds pourraient devenir article 9. Voilà, ça ne veut pas dire qu'un jour, on ne fera pas un fonds impact. Mais voilà. Pour en revenir juste un mot, une plaisanterie, mais le capitalisme, c'est un peu comme la démocratie. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas trouvé un meilleur système. Voilà. Je suis désolé de le dire, mais bon, pour les jeunes, il faut quand même leur dire. On peut l'améliorer, on peut faire beaucoup mieux. Mais c'est comme la démocratie. Frédéric ? Oui, bah, effectivement, nous, on n'a que des fonds article 9 au capital de Simplon et on voit bien la différence avec d'autres types de fonds. Mais là encore, je pense que l'enjeu, de la même manière que les entreprises engagées doivent contaminer la totalité des entreprises sur la surface de la planète, il faudrait effectivement que les fonds article 9 ou les logiques d'impact et de ESG contaminent l'ensemble de la sphère financière et des fonds d'investissement. Mais là aussi, il y a du impact washing. Il y a aussi, nous, on avait des collègues concurrents, des organismes de formation sur le numérique qui ont fait monter à leur capital des fonds dits à impact, et au premier coup de chaud de trésorerie, ils ont envoyé les boîtes au tapis et les boîtes sont liquidées. Elles ont disparu. Nous, si on avait fait ça, il y a longtemps qu'on serait mort, mais on a des investisseurs qui ont cru en nous, qui ont le temps devant eux, qui ont pris le temps de regarder notre impact et puis l'évolution et ce qu'on faisait, et sinon, ils nous auraient envoyé la boîte au tapis 1000 fois. Donc là encore, ouais, derrière ce vocable-là, il y a aussi un effet d'aubaine. Et là aussi, le diable est dans les détails. Il faut regarder les actes des gens. Mais voilà, gageons que bientôt, tous les fonds d'investissement seront à impact. Axel ? Oui, juste, vous partagez l'expérience de la Fondation de France sur les fonds impact, parce que la Fondation de France, forcément, s'est interrogée il y a quelques années sur la manière de mettre en cohérence ce qu'elle faisait dans son quotidien avec sa stratégie d'allocation d'actifs. Et puis c'est un sujet, moi, qui me tient à cœur, l'investissement impact. Alors, je rejoins ce qui a été dit, c'est très difficile à faire, hein, le fonds impact, et pour une raison très simple, c'est qu'en fait, dans un vrai fonds impact, on met à égalité l'impact financier, l'impact social ou environnemental. C'est-à-dire qu'au fond, aujourd'hui, et dans toutes les sociétés de gestion, on a des financiers qui sont donc excellents pour évaluer le potentiel business des investissements, pour piloter la rentabilité financière,
Et on demande aujourd'hui dans un fonds impact de mettre dans la même pièce des gens qui savent évaluer l'impact financier, des gens qui savent évaluer l'impact social. Nous avons initié un premier fonds et je m'étais dit, tiens, je vais aller dans le comité d'impact parce que je voudrais quand même m'assurer qu'on ne sera justement pas dans des choses un peu de façade et être certaine. En fait, c'est très difficile parce que les langages, les points de repère, les méthodes d'évaluation sont quand même très opposés. Et donc, les seuls que je connaisse et qui fonctionnent, c'est parce qu'il y a un binôme qui est composé d'un financier et d'une personne qui s'est formée à l'évaluation d'impact social et environnemental, qui sont de très bonne qualité. Et ensuite, il faut aussi ne pas mentir aux investisseurs, c'est-à-dire être très clair que si on vient chercher un taux de rendement à plus de 10%, c'est pas là qu'il faut aller, en fait. Ça n'est pas possible. Donc, il faut aussi être transparent et que chacun soit très au clair sur l'objectif qui fixé. Voilà. Je suis frappé de voir à travers vos interventions à quel point, donc, on est dans un débat sur l'entreprise engagée, mais à quel point cette entreprise engagée dépend d'individus qui sont eux-mêmes très engagés. On l'a senti évidemment, Frédéric et Dominique, avec vos interventions, mais dans d'autres messages, c'est absolument clé, quoi. Cet engagement, il peut reposer, il repose de fait sur des individus, et donc il y a tout un problème d'inscription dans le temps. L'entreprise, c'est une institution pérenne, alors que les individus, ils sont condamnés à vieillir, et donc il y a un point absolument clé aussi de transmission. Question du panel, et puis ensuite, ça sera les questions de la salle. Oui, merci. Vous avez tous les trois une très belle sagesse, on en apprend beaucoup, mais parlons de loi. Avec des lois françaises comme la loi Pacte ou des réglementations européennes telles que la CSRD, la SFDR, donc sans rentrer dans les détails, ce sont des lois qui imposent donc un reporting détaillé sur les engagements sociaux des entreprises. Donc de plus en plus d'entreprises doivent aujourd'hui intégrer la matérialité de ces enjeux dans leur stratégie. Pensez-vous qu'une décision prise sous pression légale ou réglementaire peut être considérée comme un engagement sincère? Ou estimez-vous qu'une régulation encore plus stricte soit nécessaire pour garantir les actions concrètes de la part des entreprises, au-delà de la conformité, de la bonne volonté affichée? Alors la réponse c'est non, hein. Pitié, pitié. Alors, non, pitié. Je vais vous dire, la CSRD, la SFRD, tout ça, ça a été voté par l'Europe, d'accord? Le premier pays en Europe qui a fait transposer ça, c'est la France. L'Allemagne et l'Italie ne l'ont pas encore transposé, d'accord? Ça veut dire que les entreprises françaises auront les pocs de sable. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, attention. Je dis pourquoi défavoriser la France, c'est-à-dire imposer à des entreprises, et en plus ça va très bas, ça va à des entreprises toutes petites. Le problème de ça, c'est que quand vous êtes une grosse entreprise, Hermès ou d'autres, vous pouvez vous offrir des rapports de 170 pages. Quand vous êtes petit, nous on le voit, puisqu'on est dans une entreprise de moyenne taille. Pardon, il faut préciser que la CSRD, donc la directive sur le reporting non financier, justement, il impose donc aux entreprises de prouver qu'elles se sont approvisionnées auprès d'autres entreprises qui elles-mêmes respectaient ces normes. Donc voilà. Une très grande entreprise peut a les moyens de faire son reporting, mais toutes les autres vont devoir le faire en dessous. Voilà, pardon. Oui, non, bien sûr, mais a priori, à partir de 2026, ça s'applique à toutes les entreprises non cotées qui ont un niveau de bilan, disons, relativement faible, d'accord? Donc déjà, il faudrait, si vous voulez, et bien évidemment, je peux vous dire que ça n'existe pas aux États-Unis, d'accord? Bon, alors, donc ça, quand même, il faut voir. Avant de mettre beaucoup de contraintes, il faudrait qu'on soit tous égaux en termes d'économie pour ne pas perdre un petit peu de compétitivité. Donc ça, c'est très, très important. D'autre part, je pense que le seuil, d'ailleurs, l'Allemagne a déjà demandé qu'on remonte le seuil pour les entreprises non cotées, okay, mais ils sont trop bas. Ils sont trop bas. Voilà. C'est clair qu'on ne se rend pas compte de ce que c'est que l'exercice de CSRD pour des entreprises qui se battent déjà avec le prix du pétrole, avec la pression sur les salaires, avec tout ça. Donc, peut-être que l'intention, elle est bonne. Par contre, c'est un peu toujours pareil, ce que disait Frédéric, il faut donner un peu de temps au temps. Il aurait fallu que tous les pays européens le transposent en même temps. Et aujourd'hui, moi, je trouve que ce sont des contraintes qui présentent un caractère d'inégalité considérable pour la concurrence des entreprises françaises. Avec un risque de contradiction. Moi, un exemple très concret, un patron de PME dans le transport routier
Il m'a dit, j'ai fait les calculs, la CSRD, ça va me coûter 800 000 euros par an, et il faut que j'achète des camions électriques. Ben, je ne vais pas pouvoir acheter, ça fait autant de camions électriques en moins que je vais pouvoir acheter, donc on a une contradiction entre cette directive sur le reporting et l'impact du coût de cette directive sur ce que va pouvoir faire l'entreprise, sur le champ sur lequel porte cette directive. Voilà. Question de la salle. Oui. Monsieur, vous avez déjà parlé. Oui, bonjour. On va prendre quelqu'un d'autre. Bonjour, excusez-moi, j'ai le micro. Alors, levez-vous pour qu'on vous voit, pour qu'on sache. Voilà, très bien, bonjour. Merci. Oui, en fait, donc ma question, justement, elle fait suite à votre propos, justement. Est-ce qu'aujourd'hui, dans un cadre global, le fait d'être une entreprise engagée n'est pas plutôt un poids? Alors, je sais que la question est volontairement un peu provocante. Je connais un petit peu également, on va dire, l'univers de l'investissement. On sait qu'on a des entreprises comme BlackRock ou même des banques comme JP Morgan qui se sortent aujourd'hui carrément d'un certain nombre d'initiatives ESG. On a même des États américains qui poursuivent des sociétés d'investissement en disant vous êtes trop ESG, vous êtes trop engagés et on perd du rendement. Donc aujourd'hui, lorsqu'on voit finalement les écarts de croissance entre les États-Unis et l'Europe ou entre l'Europe et l'Asie depuis 20 ans, est-ce qu'on ne se tire pas volontairement une balle dans le pied? Et je sais que c'est un peu provocant, mais c'est justement pour susciter le débat. Et par exemple, pour une société comme Ardian, par rapport à des fonds de private equity américains qui n'ont pas les mêmes contraintes, comment évoluer dans ces environnements et comment être compétitif sur leur marché? Merci. Dominique. Il y a au moins 3 ou 4 questions dans votre question. Alors, l'Amérique, si vous voulez, moi j'adore la devise de Obama, hein, Yes we can. Voilà. Il y a quand même, c'est tout simple, mais je pense qu'il y a des phénomènes culturels pour expliquer aussi, d'abord la guerre a développé malheureusement beaucoup d'armements et donc ça a aidé à la croissance américaine, mais il faut voir que la croissance américaine, le PIB américain est devenu de 25 trilliards de dollars, alors qu'avant il était à peu près égal avec celui de la Chine. La Chine n'est qu'à 19, donc l'écart, et on pense que ça va aller avec 30 trilliards de dollars. Donc il y a un phénomène, disons, multiface de cette croissance américaine. Bon. Il faut savoir que, c'est ce que disait Axel, il y a ce clivage qui nous vient aussi un peu des États-Unis. Donc, État républicain, je caricature, ils ne veulent pas entendre parler d'ESG. État démocrate, ils veulent entendre parler que d'ESG. Et nous avons 200 clients américains, et dans tous les États. Donc, c'est extrêmement difficile d'aller parler ESG au Texas, où vous envoyez balader. Donc, nous, on a pris le parti, en fait, de parler d'ESG sous la forme augmentation du bénéfice. C'est comme ça qu'on a réussi à démontrer que quand on a des projets de renouvelables, par exemple, on a un très bel investissement en Hollande, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça serait trop long. Bref, on a montré comment ce qu'on avait fait en matière de renouvelables, etc., de l'énergie, avait fait que l'EBITDA avait monté. Alors ça, vous pouvez, là, ils sont contents, et donc vous pouvez parler d'augmentation de l'EBITDA liée à du renouvelable, et même dans un État républicain, ça passe. Okay ? Donc ça, c'est l'Amérique, c'est très difficile, et on s'en occupe. Je pense qu'on n'a pas encore vu, et je suis contente de l'exemple que donne Jean-Marc, on n'a pas encore vu tous les problèmes pour les PME de l'application de la CSRD. On ne l'a pas vu, on n'a pas vu le ralentissement, on n'a pas vu tout ça. Et donc, et même pour Total, quand on lui dit qu'il faut prendre un engagement de réduction de CO2 dans 3 ans, comment il va faire? Enfin, comment c'est possible? Voilà. Donc je pense qu'il y a un certain nombre de contraintes qui sont dans toutes ces réglementations qui ne pourront pas être atteintes, ou bien on espère qu'il y aura des transpositions pour un petit peu donner du temps au temps. Vous voyez, au lieu que ce soit 2026, pourquoi ce ne serait pas 2030? Enfin, sinon, je pense qu'il y a certaines... Ça ne pourra pas, les atteintes ne seront pas atteintes, tout simplement. Je pense que... À l'impossible, nul n'est tenu, on dit en français. Autre question? Hop. On me dit là-haut. Merci de vous lever. Voilà. Tout là-haut, bonjour. Je m'appelle Élisée et je suis diplômée d'un master en droit international. Ma question est plus portée autour de ce qui a été dit par M. Frédéric Bardot au début, par rapport à la République démocratique du Congo dont je suis issue. Ma question est donc, comment faites-vous, en tant qu'entreprise qui est dans la tech, pour mener à bien vos projets en République démocratique du Congo, un pays dont on sait que la fracture numérique est absolument
terrible. Comment faites-vous pour mener à bien vos projets dans un pays où aussi la transparence juridique n'est pas la même, par exemple, qu'en France? Êtes-vous aidé? Comment faites-vous face à ces impasses? Et dans le contexte économique, politique et surtout de guerre dans lequel est actuellement la RDC, comment une entreprise de tech comme Simplon peut donc mener à bien ses projets et faire face aux obstacles. Frédéric, mais comment faites-vous? Oui. Ben, en fait, c'est assez simple. Nous, on fait pas. En fait, on travaille avec des partenaires locaux. C'est-à-dire que le système de déploiement international de Simplon, c'est pas des filiales, c'est pas des gens comme moi, blancs à Montreuil, qui vont dire en République démocratique du Congo, il faut faire ça, ça et ça. Donc, on passe par des opérateurs locaux. C'est comme un système de franchise sociale. Et donc, on passe par une entreprise qui s'appelle Kinshasa Digital et qui connaît et qui agit en fait dans ce terrain-là et qui essaye effectivement, elle aussi, de maîtriser un peu des injonctions paradoxales. C'est-à-dire qu'il y a de la fracture numérique et nous, on forme au numérique. Le numérique peut être une solution pour les gens en République démocratique du Congo, mais c'est aussi un problème, puisque ce n'est pas à vous que je vais expliquer qu'il y a des petits problèmes d'extraction de coltan et d'autres minéraux et d'autres terres rares au Congo qui alimentent effectivement un système de guerre. Donc voilà, le numérique est à la fois un problème et une solution. Donc on fait ça avec beaucoup de modestie, avec beaucoup d'humilité et surtout avec des gens locaux qui travaillent avec les opérateurs locaux. Et on a un système qui n'est pas digne de celui d'Ardian, mais un système aussi d'éthique des affaires, de lutte anticorruption et de RSE, qui fait que voilà, on essaye de se tenir à l'écart des choses qui pourraient voilà, être compliquées à gérer pour nous, mais c'est pas évident. Mais si on laisse si on ne fait que aller au Sénégal ou dans des pays hyper stables, etc., et qu'on ne va pas en République démocratique du Congo, bah, peut-être qu'il n'y aura pas d'école Simplon. C'est pas l'Epitech qui va aller en République démocratique du Congo. Donc nous, on est fiers d'y aller. C'était pas une provocation, hein, mais voilà. Nous, on est contents d'y aller. Il faut qu'on y aille, et c'est là-bas qu'il faut porter le fer dans la plaie. Mais effectivement, c'est pas sans risque, mais en tout cas, on le fait avec beaucoup d'humilité. Et c'est des Africains de la République démocratique du Congo qui s'occupent de Simplon en République démocratique du Congo. C'est pas du tout des gens comme nous. Je sais que ça répond à moitié, mais... Alors, petit élément d'explication, hein, il y a l'un des étudiants du panel qui a posé des questions, qui est à Epitech, dont parlait Frédéric. Alors, madame, vous avez un micro. Mais il y a quelqu'un qui a un micro, excusez-moi. Donc, voilà. Oui, bonjour. Si une on question. peut apporter les micros un peu plus vers le bas aussi. Voilà. Bonjour. Une question. On commence à voir apparaître en France des fondations actionnaires. Donc, deux questions. La première, votre avis sur ces fondations actionnaires. Et la deuxième, est-ce que vous pensez qu'on va les voir apparaître aussi dans les sociétés cotées en bourse, comme ça existe par exemple en Norvège? Donc voilà, avoir votre avis sur ce sujet-là. Merci. Axel? Oui, nous voyons arriver des fondations actionnaires en France. Peut-être un petit mot pour les gens qui ne sont pas familiers avec ce concept-là, ce que ça veut dire. Vous avez raison. Les fondations actionnaires, en fait, c'est extrêmement simple. Ce sont des schémas dans lesquels le capital de l'entreprise est détenu par une fondation. C'est un modèle qui s'est développé beaucoup en Europe du Nord, il y a assez longtemps, et en Allemagne aussi. Il y a beaucoup de fondations actionnaires en Allemagne. Mais dans ces pays européens hors France, les fondations actionnaires, elles sont sur pour nous, ce qu'on appelle des modèles mixtes, c'est-à-dire que le capital est bien détenu par une fondation, mais la fondation n'a pas uniquement un objet d'intérêt général. C'est-à-dire que les dividendes qui sont perçus par la fondation peuvent être utilisés en partie pour des actions d'intérêt général et en partie pour des actions d'autres types ou d'autres investissements de cette holding. En fait, c'est comme une holding, si vous voulez. Les fondations actionnaires, elles ont commencé à être pas mal discutées dans notre pays. Alors,
la première raison, et puis je parlerai de la deuxième après, sinon Frédéric ne va pas être content. La première raison, c'était notamment dans le cadre d'entreprises familiales qui, au fond, se disaient, mais nous, on n'arrive pas à chaque changement de génération avec l'élargissement de la famille à racheter les parts, et ça nous oblige souvent à vendre le capital de ces entreprises ou à l'ouvrir à l'extérieur. Et donc, au fond, un outil de fondation permettrait de préserver en gros l'entreprise au sein de la famille. Donc l'idée est arrivée là, mais avec un certain nombre de difficultés. Donc c'est la loi Pacte en 2019 qui est venue fixer et créer un cadre pour ces fondations actionnaires, puisqu'aujourd'hui il n'y en a que 3 plus anciennes en France. Il y a le groupe Pierre Fabre qui est détenu dont le capital est détenu par une fondation reconnue d'utilité publique. Il y a le groupe Avril et puis une troisième. Donc c'est un système qui n'est pas du tout développé en France et à l'origine qui a été créé pour ça. Et puis il y a aussi des projets un peu différents, notamment de l'économie sociale et solidaire, mais je te laisserai en parler, Fred, où justement, compte tenu des difficultés au fond à pérenniser les modèles d'entreprise, notamment dans ce secteur de l'ESS, avec tous les décalages qu'il peut y avoir parfois avec des investisseurs privés au niveau des attentes en termes de rendement et ainsi de suite, la détention du capital de ces entreprises par des fondations peut permettre aussi de préserver le projet entrepreneurial. Voilà. Donc c'est ça en gros le schéma. C'est très peu développé en France. Nous, à la Fondation de France, on a plusieurs demandes et projets en cours. Nous sommes actionnaires d'un certain nombre de groupes à ce jour. Pas majoritairement, mais c'est un sujet qui est en train de beaucoup se développer en France. Oui. Frédéric, un mot ? Oui, non, je souscris. Effectivement, ce n'est pas des choses qui sont très évidentes, même dans une entreprise comme Simplon, où il n'y a que des fonds article 9. Moi, j'avais proposé de donner mes parts de Simplon en personne physique à un fonds de dotation ou à une fondation qui serait devenue actionnaire, et ça m'a été refusé. Parce qu'il y a des problématiques juridiques qui sont liées au fait que, par exemple, quand on a des enfants, et moi j'en ai 5, il n'est pas forcément évident de se déposséder d'actions qu'on a sans avoir l'accord. Enfin, je parle sur le contrôle des gens qui sachent, bon, il y a une espèce de réserve héréditaire, voilà. Et on m'a dit aussi que c'était peut-être un mauvais signal que j'enverrais au secteur de faire qu'une fondation prenne mes parts, puisque ça découragerait peut-être des entrepreneurs de rejoindre l'économie sociale et solidaire, voilà, sachant que moi je pouvais faire ce geste de dire bah non, moi je me dépossède de mes actions et je les donne à une fondation. Et puis mes actionnaires, pourtant article 9, ont dit que ça pouvait poser des problèmes de liquidité aussi, et de faire en sorte que quand on fait tourner le capital, quand quelqu'un veut sortir, bah, quand on discute avec un entrepreneur comme moi, c'est peut-être plus simple que quand on discute avec une fondation qui représente l'intérêt général. Donc voilà, c'est pas aussi simple, mais il y a quelqu'un qu'on peut citer qui s'appelle Virginie Segers qui travaille d'arrache-pied pour pousser les fondations actionnaires en France. Donc si ça vous intéresse, Virginie est intarissable sur le sujet. J'allais faire une petite page de publicité sur ce que fait Virginie Segers. Elle a organisé une assemblée générale extraordinaire d'une entreprise fictive qui s'appelle Mirliton, qui se transforme en entreprise à mission, qui d'abord s'est transformée en entreprise à mission et ensuite s'organise avec ce statut de fondation actionnaire. Donc si le sujet vous intéresse, vous pourrez trouver la vidéo sur Internet. C'est très intéressant, pas seulement parce que j'ai joué un tout petit rôle. Non, pour revenir sur le sujet de la réserve héréditaire, il est clé. La France est un des seuls pays au monde où il y a cette réserve héréditaire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle existe en Louisiane, alors que ça n'existe pas aux États-Unis, d'accord ? Et donc, le droit des enfants à avoir une réserve héréditaire, eh bien, est en contradiction complète avec le fait qu'un créateur d'entreprise puisse donner tout ce qu'il a créé à une fondation. Et c'est une injustice absolument colossale, il faut le savoir, et qui est ancrée en France, mais dans le plus profond, puisqu'à chaque fois qu'il y a des textes européens, et ça c'est un débat qu'on pourrait avoir un jour qui est extraordinaire, qu'il y a des textes européens qui viennent contre cette réserve héréditaire, l'Assemblée nationale se précipite pour faire voter un petit article dans le Code civil qui vient limiter la portée de la réforme européenne. Donc il faut un grand militantisme contre ces réserves héréditaires et contre le droit à l'hérédité en France, parce que c'est la base d'une injustice sociale considérable. Autre question. Hop, vous avez un micro ? Oui, s'il vous plaît. Alors on va prendre les deux questions, je pense que ça sera les deux dernières, donc on va prendre les deux questions. Madame ? Merci.
Moi, j'avais une question. On a parlé du futur des entreprises, de comment on pouvait réinventer la comptabilité, etc. Mais du côté des fondations, est-ce que dans les années qui viennent, on construira les fondations de la même façon qu'on les construisait dans les années passées? Et s'il faut faire évoluer les choses, comment vous les feriez évoluer? Et la question de monsieur? Monsieur? Après la réponse de madame, parce que c'est une vue d'ensemble. C'est pas grave, c'est pas grave, je prends tout de même. Bon. C'est une question indirecte. Jusqu'à présent, on a traité un état des lieux. L'entreprise, l'actionnaire, le collaborateur. On n'a pas parlé du client, mais ça arrivera. Fondation Anthony Minguenet, sous l'égide de la Fondation de France, le but c'est de promouvoir des prises de conscience éthiques. Et nous partageons justement les interventions des intervenants. Mais à l'heure actuelle, ce dont on parle, est-ce que ce n'est pas tout simplement une évolution des consciences de notre société en général? Nous sommes dans la notion de la confiance. Et il y a un questionnement qui se fait à l'heure actuelle au niveau de la société. Nous sommes à un carrefour de l'évolution de notre société et de notre humanité. Et à l'heure actuelle, est-ce que ce n'est pas ce dont on parle, une nouvelle quête du sens? On a parlé des jeunes. Les jeunes, ils ont envie d'une nouvelle forme de reconnaissance. Ce n'est pas obligatoirement le titre, le poste ou le salaire. Ils ont envie d'apporter quelque chose à la société. En ce qui concerne... Excusez-moi, mais oui. Voilà, nous sommes tenus par le temps. Donc d'abord, la question précise sur les fondations. Axel? Les évolutions assez fortes qu'on voit aujourd'hui dans les fondations, c'est d'abord, au-delà de l'engagement des entreprises dont on a parlé, c'est d'abord l'âge auquel on crée une fondation. Ça, c'est très réjouissant pour nous. C'est-à-dire qu'avant, on venait créer une fondation vraiment dans la dernière partie de sa vie. Or, aujourd'hui, les fondateurs, les fondatrices sont de plus en plus jeunes, s'engagent plus tôt. Et donc, ça dit aussi à quel point la prise de conscience de s'engager dans la cité est forte, en tout cas aujourd'hui. Alors, ce que ça génère, c'est au fond un lien ou un rapport ou une envie de s'engager en philanthropie très différente, c'est-à-dire l'engagement aujourd'hui des fondateurs, des fondatrices est très différent dans les stratégies qu'ils produisent, dans ce qu'ils construisent, dans les collaborations avec les associations, les acteurs de terrain. Donc ça, c'est très différent. Donc ça oblige aussi à des coalitions d'acteurs. La philanthropie est de moins en moins individuelle et de plus en plus collective. Et dans la collaboration, ce qui est aussi ce qui raconte quelque chose et ce qui est très, très positif, en tout cas, pour arriver à avoir collectivement plus d'impact. Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, sont plus des... Vous avez parlé de la fondation actionnaire. Ça, c'est un sujet, mais pour toutes les réserves et les difficultés qui ont été énoncées, c'est quelque chose qui va prendre beaucoup de temps, parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'avoir envie et de l'enthousiasme, il y a aussi tout un tas de contrôles, de questions réglementaires et juridiques à régler. Donc ça sera long, mais ça sera une évolution très forte. Et enfin, là, il y a une question de fond, un troisième sujet qui est aujourd'hui une fondation, comme son nom l'indique, est construite à partir d'une affectation de patrimoine. Hein. Il n'y a pas que, mais il y a forcément de l'argent dans une fondation, au-delà de l'engagement humain. Et la question de la cohérence entre les placements de ces fonds philanthropiques avec les valeurs et les actions et les thématiques qui sont portées dans l'action de la fondation est un sujet majeur, et c'est le sujet qui a été voté avec les investissements impact. C'est comment fait-on aujourd'hui aussi pour avoir, j'allais dire, presque autant d'impact avec la manière dont on place les fonds que dans les projets qu'on met en œuvre au quotidien. Donc on voit bien que le schéma historique de construction des fondations est en train d'être complètement bouleversé. Sur la question plus générale, la dernière, celle sur la prise de conscience, c'est là-dessus que j'ai ouvert, hein, avec la définition de l'engagement. Hein, c'est la prise de conscience de l'appartenance à la société et au monde de son temps. Je pense qu'on a beaucoup parlé de ça finalement dans ce débat. Mais sur la quête de sens, est-ce que... Ouais, je veux bien parler des jeunes. Faut faire attention avec les jeunes, parce que les jeunes, c'est comme le sens, ça veut rien dire, voilà, les univers sont abstraits comme ça. Ça dépend des jeunes. Il y a des jeunes qui ont une quête de sens, et il y a beaucoup de jeunes dans notre pays qui, la quête de sens, c'est trouver du boulot
ou devenir joueur de foot, ou voilà, il y a énormément de motivations différentes. Donc je me méfie aussi un peu de ces enquêtes qui disent que les jeunes sont moins assidus au travail, ont plus de demandes, plus d'attentes. Ça dépend vraiment des métiers, des secteurs, ça dépend des jeunes. Et puis si on dézoome et qu'on sort de notre petit nombril français, la moitié des jeunes de la planète, bientôt, ils seront en Afrique. Et donc cette jeunesse-là, elle a des attentes qui sont complètement différentes de celles de la jeunesse de nos continents un peu vieillissants. Et il y a une question de classe sociale aussi. C'est vrai que voilà, selon les conditions socio-économiques, on n'a pas le même type de sens, on ne cherche pas le même type de sens. Donc voilà, c'est compliqué de faire des généralités sur les jeunes et de dire qu'ils cherchent un sens. Ça dépend quel sens, en fait, on attribue à ce mot-là. Et chaque jeune, je pense, a une définition du sens qui est un peu différente. En revanche, tout le monde parle des générations futures et je trouve que la place des jeunes dans la gouvernance de ce qui va faire leur avenir est très, très faible. Et ça, c'est vrai que dans le monde de la philanthropie, dans les entreprises, à part des shadows codir avec des jeunes brillants de 35 ans, la place des jeunes dans les décisions qui vont faire leur avenir, parce que nous, on sera en gros presque tous morts, sauf quelques étudiants. Là, je trouve qu'en termes de gouvernance, voilà, on a une petite faiblesse. Donc attention aux jeunes en général, et attention aux jeunes. Il faut faire attention aux jeunes aussi. Entreprise engagée, donner un nouvel élan de confiance, c'était le thème de cette discussion. Je pense que vous avez tous compris que l'engagement peut et va contribuer à la confiance. Il y a des pressions dans tous les sens, hein, le mot est revenu souvent. Et puis il y a des mots qui sont apparus qui montrent que c'est compliqué, hein, c'est ubuesque, c'est schizophrénique, c'est contradictoire, c'est paradoxal. Et en même temps, moi j'ai trouvé qu'à travers les interventions, on sentait le nombre de pistes qui s'ouvraient et de chantiers qui s'ouvrent pour encourager cet engagement, pas seulement sur le plan institutionnel et juridique, mais aussi les envies, les formes d'expression des associations différentes. Et je trouve ça profondément réconfortant. Je vais vous laisser sur une phrase de Jean-Paul Sartre qui figurait dans le dictionnaire, après tout ce que je vous ai déjà lu. Et je vais terminer là-dessus. L'engagement ne doit en aucun cas faire oublier la littérature. Merci à toutes et à tous.